Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le 14 avril 2008, les Camerounais, au travers de la promulgation de la loi 2008-001 du 14 avril 2008, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96-06 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 72, expérimenter une fois encore la modification de leur loi fondamentale. Un amendement constitutionnel qui tournait autour de la levée du verrou de la limitation du mandat présidentiel. Une disposition diversement accueillie par la classe politique camerounaise. Si certains y voyaient une façon pour le peuple de choisir librement son dirigeant, sans exception, d'autres, de l'opposition principalement, trouvaient qu'un sérieux coup avait été porté à la démocratie à travers l'un de ses principes, qui est l'alternance au pouvoir. Ces fervents défenseurs de la limitation du mandat présidentiel voient à travers cette disposition une manière d'éviter de sombrer dans le gouvernement perpétuel, synonyme de dictature. Mais force est de reconnaître que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, comme tous les vendredis, ce sera au tour de Nadine Yambou de déclamer le 20h le plus attendu de la planète. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Révision de la Constitution, est-ce un impératif? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir à Jalin, bonsoir à tous les Camerounais. Permettez-moi en 30 secondes de dénoncer quelque chose qui se passe dans nos quartiers depuis quelques semaines. En fait, il y a des personnes qui se présentent dans les domiciles comme des agents INEO qui diagnostiquent, qui regardent les compteurs et qui disent qu'il y a des anomalies et pourtant il n'y en a pas, qui essaient de spolier les populations, leur extorquer de l'argent parce que nous avons été victimes. Nous sommes allés à INEO qui a ordonné immédiatement que ces gens reviennent remettre le compteur, à jour, quoi. Et ils sont revenus? Ils sont revenus. Donc c'est pour dire aux Camerounais de faire très attention. Ça veut dire que INEO les connaît? Bon, ce sont des sous-traitants. Des sous-traitants. Donc il faut que les Camerounais fassent très attention, qu'ils ne se laissent pas dans ce type d'entourloupe. Okay. Merci Paul Eyoum de l'UDC. En face de vous, Moïse Ngidjongan. Bonsoir Moïse. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge Alain. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur le plateau de la télévision, vous avez dit, du peuple. Equinox Soir et surtout sur le plateau de cette émission très très écoutée, il faut le dire, et qui aujourd'hui plus que jamais s'affirme dans le concert des émissions, même au niveau du monde. Je voudrais profiter de votre antenne pour une fois de plus joindre ma voix à celle de la grande famille de la presse, qui pleure encore Samuel Ouazizi, et joindre également ma voix à celle du SDF par le communiqué du président, la sortie du premier vice-président national, l'honorable Joshua Ozi, à savoir l'ouverture d'une enquête. Et même plus loin encore, nous sommes toujours en attente d'une enquête plus approfondie sur les événements de Ngarbou. Aujourd'hui, il est temps pour les Camerounais de rester éveillés, très vigilants, parce qu'avec le dernier développement, notamment
le serment en mi-journée du professeur Joseph Ouna, il va sans dire que la session de juin n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets et donc nous nous attendons à une abondante activité politique dans les jours qui viennent. Voilà. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui se passe à Yaoundé parce que nous avons invité une fois de plus dans cette émission Aristide Mono, analyste politique bien connu. Bonsoir Aristide. Là, visiblement, il n'est pas prêt. Bonsoir, c'est toujours avec plaisir que je prends part à ces échanges de Espéros sur votre chaîne. Voilà, Aristide Mono, on va tout de suite planter le décor. Une constitution, on sait que ce n'est pas quelque chose de figé, ça évolue avec le contexte, le temps. Il faut s'adapter. Est-ce que vous pensez que nous sommes rendus en 2020 ? Est-ce qu'il ne faut pas tout allaiter, on va le dire comme ça, la Constitution de 87? Déjà, permettez-moi de corriger rapidement quelque chose qui échappe à plus d'un Camerounais aujourd'hui, c'est-à-dire l'illusion d'une Constitution de 1996. Il n'y a pas eu de Constitution en 1900. Oui, des petits soucis avec Aristide Mono. Je commence également par vous. Paul Youm, 96, c'est loin derrière nous, 24 ans. Est-ce que c'est encore adapté au contexte? Bon, déjà, vous savez, nous autres qui revendiquons la réforme du système électoral, si vous revendiquez la réforme du système électoral, ça veut dire que vous revendiquez aussi une modification de la Constitution. Parce que si on change le code électoral, qu'on reconnaît la majorité électorale, par exemple, à 18 ans, il faut que la Constitution soit en harmonie. Si, par exemple, on instaure la limitation d'âge pour la candidature à la présidentielle, il faut qu'elle soit en harmonie. Donc, le débat sur la Constitution, il y a ces éléments déjà qu'il fallait revendiquer. Il y a la séparation des pouvoirs qu'il faut encore accentuer parce que vous savez, nous avons une constitution, nous sommes d'un régime qui est présidentialiste. Aujourd'hui, il est question de donner plus de pouvoir au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Donc, quand on regarde le contexte, le climat politique actuel au Cameroun, on se dit oui, il faut modifier la constitution. Maintenant, la question est quels sont les éléments de la Constitution qu'on va modifier? C'est là où j'ai parlé, par exemple, de la réforme du code électoral. Certains, avec le climat actuel au Cameroun, ils parlent, c'est-à-dire c'est un débat, moi je n'appelle pas ça du gré à gré, parce que moi je considère que nous sommes dans le débat sur l'utilité du poste de la vice-présidence. Déjà, je dis aux Camerounais qui nous regardent actuellement, la constitution du Cameroun... Ce débat sort d'où, vice-présidence? Pourquoi absolument un vice-président? Bon, je m'explique. En fait, quand vous observez les pays africains depuis l'indépendance, vous allez constater que la plupart des pays, après des régimes comme le nôtre, finissent toujours par un bain de sang. Il y a toujours une période où il y a un bain de sang parce qu'il y a les appétits, des gens veulent le pouvoir, c'est une période de transition. Donc souvent, le poste de vice-président est en quelque sorte un garant d'une certaine stabilité, le temps qu'un mandat s'achève. Maintenant, c'est un inconvénient, c'est que ça permet aussi à la confiscation du pouvoir. Si le président de la République actuellement peut estimer, je dis bien, il peut estimer que vu le contexte actuel du Cameroun, où nous avons une opposition qui est divisée en deux, une opposition qui est modérée, qui estime que nous devons toujours aller à la compétition électorale, une autre qui est extrémiste, qui dit que vaut mieux, on sème peut-être le chaos, et vous avez dans le pouvoir ceux qui sont modérés, qui disent que peut-être si nous allons aux élections, nous sommes battus, nous devons accepter notre défaite et changer le pays, et il y a d'autres qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Oui. Face à cette situation, vous regardez, il y a une montée du tribalisme, il y a beaucoup de problèmes sociaux dans le contexte politique actuel. Donc le président de la République peut se dire, tous les éléments d'un cocktail Molotov sont là. Est-ce que si il y a une vacance du pouvoir à cet instant, est-ce que les hommes politiques camerounais seront assez matures pour aborder cela, pour aller aux élections de manière normale, comme la Constitution actuelle le dit, c'est-à-dire le président du Sénat a su la vacance du pouvoir, il a 20 à 120 jours pour organiser une élection présidentielle. La question est, est-ce que ces 4 groupes politiques que j'ai cités sont matures, sont assez matures pour laisser les égaux pour accepter cela? Donc c'est pour ça que, effectivement, c'est pour ça que le débat de la vice-présidence s'impose. Seulement, il y a un problème. C'est qu'on aurait pu penser à cela avant l'élection présidentielle de 2018, soit pour qu'il y ait un ticket.
comme dans beaucoup de pays. Parce qu'un président, vice-président, parce qu'un vice-président est élu. Voilà. Il n'est pas nommé. C'est là où les autres parlent de grade. Donc je reviendrai tout à l'heure pour vous donner encore plus de précision à ce niveau. Ce que moi, si j'étais président de la République, j'aurais fait dans le contexte actuel. Voilà, Moïse Guidjolgan, je reviens à ma question première. 96, c'est assez loin. Est-ce qu'en 2020, il est impérieux de toiletter un peu 2016? Serge Alain, vous avez commencé par le dire dans votre propos introductif. Oui. Que l'initiative de la révision de la Constitution relevait de la seule compétence du président de la République ou du Parlement. C'est l'article 63 dans ces 3 premiers articles. Mais il y a également la voie référendaire. Toujours est-il que là, c'est le président de la République. Oui. Je voudrais ici attirer l'attention du peuple camerounais. Le président de la République et les 280 autres personnes, autres Camerounais qui composent le Parlement, ne sont pas les seules personnes intelligentes sur les 30 millions de Camerounais que nous sommes à peu près aujourd'hui. Et là se joue le destin et l'avenir du pays, comme l'a dit. Ils sont les élus. Comme l'a dit Paul Tal, oui, ils sont les représentants du peuple. Oui. C'est vrai, ils ne sont que les représentants du peuple. Mais le peuple reste le seul souverain. Le peuple reste le seul souverain. La Constitution de 96, évaluons-la. Qu'est-ce que nous en avons fait? Elle semblait avoir en son sein une disposition particulière pour l'accélération ou la mise en place de la décentralisation. Oui. Où en sommes-nous 24 ans après? Aujourd'hui, nous en sommes à un niveau où les préfets et les sous-préfets sont devenus ceux-là même qui gèrent les communes en lieu et place des maires. Les maires sont devenus, particulièrement à la faveur de la distribution du don spécial du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid, les maires sont devenus simplement des manutentionnaires. Des manutentionnaires. Les commissions sont là, président, le sous-préfet au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, le préfet, et on voit donc des maires transporter simplement des seaux pour les distribuer. Je ne veux pas m'attarder dessus. Est-ce que nous avons suffisamment épuisé la Constitution de 96? Je ne le pense pas. Est-ce qu'elle a ses limites? Oui, parce que quelqu'un l'a dit, la Constitution c'est un vêtement. Oui. On peut l'enlever à tout moment et puis le remettre. Nous leur en sommes gré, mais ce que nous disons, c'est que si nous nous limitons à ce que nous avons un Parlement ou un parti qui est au pouvoir, le RDPC, est largement dominant, je veux dire dominant, et qu'ils veulent s'arroger comme à son habitude. Je vous rappelle les chiffres. Comme à son habitude, vous voulez le rappeler si vous voulez pour les téléspectateurs, qui s'arrogent comme à son habitude et de manière toujours arrogante le pouvoir de passer par la voie parlementaire. Nous interpellons les parlementaires à prendre leurs responsabilités sur les incidences d'une telle démarche. Sur les incidences d'une telle démarche. Pour nous autres, comme l'a dit Paul, nous appelons nous aussi, c'est un combat de longue haleine pour ce qui est du SDF, la révision du code électoral, etc. Avec tout ce que cela implique comme changement, le bulletin unique, le scrutin à 2 tours majoritaires. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous entrons de fait, ou alors nous sommes de plein pied déjà dans la transition. Elle peut durer 5 ans, parce que nous avons normalement des élections présidentielles prévues dans 5 ans, tout comme elle peut à tout moment intervenir. Elle peut intervenir à tout moment, soit le président Biya, comme son prédécesseur, décide de se retirer et nous allons être obligés d'aller aux élections. Soit alors, le président Biya prend une autre disposition constitutionnelle parce qu'il en a le pouvoir de prendre l'initiative et si la Constitution maintenant est mise en place et qui décide, qui demande d'appeler les Camerounais aux yeux, nous y allons. Le vrai problème n'est pas la révision de la Constitution en ce moment. Le vrai problème, c'est d'acter la transition. D'acter la transition pour que toutes les institutions de la transition jouent pleinement leur rôle. Il ne faudrait pas que nous soyons distraits. Dans tous les cas, nous au SDF, nous n'entendons pas être distraits. Nous n'allons pas continuer à être distraits sur l'idée d'un débat sur la révision de la Constitution. La Constitution, on veut la réviser, le président va déposer un projet de loi. Ou alors le Parlement, on dit simplement un tiers. Ouais. Il peut permettre à son parti, parce que il est majoritaire à l'Assemblée, un tiers de l'une des chambres signe une pétition et puis on convoque le Parlement en congrès. Donc là,
Ils ont toutes les cartes en main. Mais est-ce que ce n'est pas un cocktail? Est-ce que ce n'est pas un cocktail? Paul l'a dit tout à l'heure. Donc il faut que, toute proportion gardée, qu'on prenne en compte les desiderata des Camerounais. Okay. Le lieu pour moi ici de dire qu'il faut mettre un coup de pied, un coup d'accélérateur sur les résolutions de ce qu'on appelait il y a peu le grand dialogue national, oui, et envisager de ne pas exclure un seul Camerounais sur le théâtre des opérations qui nous concernent tous. C'est-à-dire, par exemple, la lutte contre le Covid. Le SDF l'a dit, le coronavirus tue tout le monde et nous invitons le gouvernement à continuer à permettre à tous les Camerounais de tous bords, de quelque formation politique qu'ils soient, de quelque confession religieuse, de quelque association qu'ils soient, qu'ils soient de la diaspora ou pas, de participer à la lutte. Nous avons parlé d'union sacrée. Ce terme est repris aujourd'hui comme en chœur par nos gouvernants, mais c'est nous qui avons prononcé ça en premier. Et nous pensons donc qu'il s'agit de l'avenir du Cameroun et qu'aucun Camerounais ne doit être exclu sur le débat qui concerne l'avenir de notre pays. Voilà, on va repartir donc à Yaoundé. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir une fois de plus, Aristide Mono. Je disais ceci, la loi numéro 96/006 du 18 janvier 1996, 24 ans après, est-ce qu'elle ne mérite pas un toilettage? Une fois de plus, bonsoir Serge Alain Otoua. Je m'excuse pour le désagrément. Je disais tantôt, tout à l'heure, que la Constitution ne relève pas des 10 commandements de Moïse. Elle est susceptible d'être modifiée au gré des contingences, au gré des exigences sociaux politiques. Et depuis 1972, depuis des décennies, il y a ce problème qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est-à-dire la question de la rédaction de la nouvelle constitution. Je l'ai précisé tout à l'heure, le Cameroun n'a pas eu de constitution en 1996, on n'a plus qu'une révision de la constitution de 1972. Allez donc savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une nouvelle constitution en 1996. C'est tout simplement parce que à un moment donné, l'ordre dirigeant, l'ordre dominant, qui avait peur de la poussée pluraliste qui était émergente, c'est-à-dire portée par des voies alternatives des années de braise, a donc décidé de vicier l'alternance ou alors de sacrifier comme ça toute tentative d'alternance en mettant donc sur pied en fait une constitution qui allait lui permettre de se reproduire et de s'éterniser s'il faut décennies avant même la constitution, avant la modification de la constitution de 72 en 96. Il y a cette urgence-là de la mise sur pied d'une nouvelle constitution. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre sur pied une nouvelle constitution? Tout simplement pour adapter en fait le fonctionnement de notre État aux réalités de l'heure. Nous avons aujourd'hui les tendances centrifuges qui sont émergentes et qui restent très pesantes. Vous savez, la crise anglophone qui est l'une des manifestations des forces centrifuges, c'est-à-dire des communautés ethno-régionales ou alors ethno-territoriales qui ne se reconnaissent plus dans le format de l'État unitaire décentralisé, qui, ma foi, n'est pas effectif aujourd'hui. Il y a une certaine exigence qui est portée par alternative à partir de sur la base de cette petite revendication, il y a lieu de questionner et de renouveler les dispositions qui encadrent le fonctionnement donc de l'État. Vous avez des propositions qui avaient été faites par la commission Ogona qui ont été totalement gelées et masquées par le législateur de 1996. Vous avez par exemple la limitation des mandats présidentiels, ce qui a été levé récemment en 2008. Vous avez la question même des élections à 2 tours qui avait totalement été rejetée par l'ordre dirigeant. Vous avez la question aujourd'hui de la durée du mandat présidentiel. Vous avez l'article 5 de la Constitution qui présente la République en chef républicain, pour ne pas parler d'un monarque, pour rester un peu modéré dans les propos. Donc je pense que au regard de tous ces aléas, au regard de toutes ces exigences, avec la crise anglophone, ou alors la montée en puissance des replis identitaires, il y a lieu de revoir la Constitution de 1972, je précise la Constitution de 1972, la revoir et mettre sur des nouvelles constitutions. Donc en fait, Serge Alain, le problème de la modification
n'est pas un souci en soi. Comme je l'ai dit, les constitutions ne sont pas les 10 commandements de Moïse, elles ne sont pas statiques, elles doivent évoluer. Le véritable problème, c'est lorsqu'on essaye de limer ou de tailler la constitution à la mesure de l'individu, d'un blanc ou d'un autre tiré. Dans certains moments, ça devient permis. Alors, en tant que pouvoir se définir, ça et pas en tout ça avec la modification de 2008. Le débat, en principe, sur la modification ne devrait pas s'opposer, on devrait que la logique contre et pour, on devrait être plutôt sur le contenu de la modification. Maintenant, c'est tout simplement pour dire un organisme là, c'est quand à un moment de mieux on reste avec la question de Toulouse, qu'elle a été publiée en 1996. Donc, je pense que le véritable, ce qu'on veut faire de la modification, c'est mieux qu'on fait que Voilà, on a quand même retenu que ce n'est pas figé, il y a des éléments nouveaux qu'il faut adapter. Aujourd'hui, il a parlé de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Effectivement. Donc ça devient impératif, donc. Même les résolutions du grand dialogue, oui. Il faut que ces résolutions du grand dialogue soient en harmonie avec la Constitution. Donc il y a tous ces éléments. Donc nous sommes là dans une situation, je crois que les discours que vous avez suivis ici, tout le monde est quasi unanime qu'il faut réviser la Constitution. Le problème qu'il y a, c'est que ceux du pouvoir, est-ce qu'ils entendent de cette oreille? C'est d'abord la question que vous posez, parce que peu importe ce que nous dirons, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui sont aux affaires. Et moi, je disais, si j'étais le président de la République en l'état actuel, je tiendrais un discours pour dire aux Camerounais que j'organise premièrement un référendum. Un référendum sur la vice-présidence. Pourquoi? Parce que je veux d'abord susciter le débat pour que le peuple s'en approprie, peut-être un mois, c'est-à-dire le jour où je fais mon discours, le référendum aura lieu dans un mois, pour qu'il en discute, pour que je sache ce que le peuple en pense. Le jour du référendum, si le oui l'emporte, c'est une bonne chose. Si le non l'emporte, je prends acte, mais je vais quand même déposer mon projet de loi à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, les réalités... Pourquoi encore? Non, tout simplement parce que vous savez, les réalités du sommet ne sont pas celles que le peuple pense. Vous comprenez un peu? Nous, par exemple, qui sommes des hommes politiques, qui sommes avisés, on voit qu'il y a tous les signes du cocktail Molotov. Le Camerounais lambda, lui, ne peut pas le voir dans ce sens. Et le président de la République est responsable de tout ce qui va se passer. Étant donné que je suis responsable de cela, je ne peux pas laisser mon pays avec des indicateurs qui peuvent le plonger dans le chaos. Je vais donc à l'Assemblée nationale, je soumets mon projet de loi, étant donné que j'ai la majorité parlementaire, il passe. Ensuite, je fais un deuxième référendum. Ce référendum-là, lui, là, c'est maintenant pour désigner le vice-président. Je peux faire un référendum. Par exemple, je choisis mon vice-président. Je soumets à l'approbation du peuple. C'est-à-dire, est-ce que le peuple est d'accord avec ce président, oui ou non? Je peux faire des propositions, c'est-à-dire donner 3, 4, 5 noms. Et le peuple choisit. Ou j'organise plutôt des élections. Et moi, j'opte pour la troisième option. J'organise des élections. Et dans mon projet de loi... Vous élire le vice-président? Vous élire le vice-président. Et dans mon projet de loi, étant donné que je suis président francophone, j'exige que le vice-président soit un anglophone pour respecter non seulement les accords de Fumban de 1961, mais avec le contexte de la crise anglophone. Pour tempérer un peu les... Pardon? Pour tempérer un peu les... Oui, pour tempérer. Et nous sortons du grand dialogue. On a créé les commissions du bilinguisme. Donc, il faut donc que mon acte soit en harmonie avec toutes ces dispositions. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait quand il y a vacances du pouvoir, les Camerounais eux-mêmes auront choisi leur vice-président. Ça veut dire qu'ils auront choisi celui qui va achever le mandat au cas où je ne l'ai pas. Maintenant, il y a un autre enjeu. C'est que le vice-président ne sera pas forcément candidat à 2025. Parce que le RDPC, il y a un enjeu dans le RDPC. C'est le futur président national du RDPC, étant donné leur test, qui sera candidat de leur parti. Et celui qui sera vice-président actuel ne sera pas forcément le président du MSC. Du candidat du RDPC. Maintenant,
comme j'ai l'habitude de dire... Il y aura élection, non Mais il y aura élection, bien sûr, il y aura élection. Je parle bien des élections. Maintenant, comme j'ai l'habitude je dis pour désigner le candidat du RDPC. Ça concerne leur parti. Je ne suis pas militant du RDPC, donc je ne m'aventure pas là-dessus. Ça les concerne. C'est eux qui choisiront leur candidat selon leur statut. Maintenant, quand je dis ça, je veux dire une chose. J'ai l'habitude de dire, la politique ressemble à 4 choses. Premièrement, la politique ressemble à l'amour. Parce que quand vous aimez, avec trop de passion, vous plongez dans la déraison. Et la politique, c'est exactement pareil. Quand vous la faites avec trop de passion, vous n'êtes plus réaliste. Parce que même quand vous êtes amoureux, vous aimez une femme, vous ne voyez plus ses défauts. Elle peut même commettre des actes, vous ne les voyez pas à cause de l'amour aveugle. Deuxièmement, la politique ressemble à la bourse, c'est-à-dire le marché des capitaux. Il y a des données tous les jours en politique. Troisième chose, la politique ressemble à votre métier, le journalisme. Parce que en politique, comme dans le journalisme, les gens arrivent là par effraction. Donc, ils arrivent généralement, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et quatrième chose, le journalisme ressemble au football. Le football, il y a toujours des saisons. Chaque saison, c'est comme ça la politique. Il peut y avoir les élections internes au gouvernement, les organes de base. Il peut y avoir les élections municipales, législatives, présidentielles et autres. Il peut y avoir les enjeux actuels comme la vice-présidence. Tout ça fait partie de la saison. Quand je finis de dire ces 4 choses, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, premièrement, il faut être réaliste. Les gens qui dirigent ce pays, ils ne feront pas ce que je viens de dire, organiser les élections à la vice-présidence. Donc il faut déjà s'attendre à cela, nous de l'opposition. Et même si on laisse la constitution telle qu'elle est actuelle, qu'il y a vacance du pouvoir, on va aux élections, n'oubliez pas que le RDPC tient le système électoral. Ça veut dire que nous-mêmes, l'opposition, nous ne sommes pas sûrs de gagner cette élection en cas de vacances comme en 2025. Donc, le vrai combat, c'est sur le changement du système électoral pour que le parti au pouvoir, parce que ça peut mettre l'UDC demain, mais avec ce code électoral, nous, on va tenir les leviers du système électoral. Et moi, je fais la politique pour les convictions, pour les idées, pas pour le changement des hommes. Et deuxièmement, quand je vous ai dit la bourse, c'est qu'il faut prendre les données actuelles qui sont là, qui sont présentes. Troisièmement, vous avez dit le journaliste, c'est pour dire aux hommes politiques qui agissent souvent, je ne sais pas si c'est par sentiment ou c'est en quête de visibilité, de faire attention aux actes qu'ils posent, parce que ça peut les rattraper demain. Et quatrièmement, comme je vous ai dit, nous sommes en pleine saison politique. L'un des grands enjeux de cette saison, c'est cette vice-présidence. Donc, le vrai problème aujourd'hui de l'opposition, c'est d'exiger une réforme du système électoral pour que la Constitution reste telle qu'elle est maintenant, ou qu'on la modifie pour la vice-présidence, qu'on ait au moins le sentiment que nous allons à une élection libre et transparente et que les Camerounais, après le président Biya, eux-mêmes choisiront, ils auront le sentiment d'avoir choisi le président de la République. Et je veux dire une dernière chose aux 4 groupes politiques que j'ai dit, c'est-à-dire l'opposition qui est modérée, l'opposition qui est extrémiste, ceux du pouvoir qui sont extrémistes, qui croient qu'il faut rester au pouvoir à tous les prix, et ceux du pouvoir qui sont modérés, que si le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique qui n'a jamais connu de régime militaire, nous, les hommes politiques, nous devons savoir une chose. Si nous ne nous entendons pas de manière consensuelle par le dialogue sur l'organisation des élections dans notre pays, si le président de la République, la Constitution fait de lui le garant de la Constitution, l'armée reste celle qui garantit la souveraineté et la sécurité du peuple. Parce que l'armée ne va pas nous laisser, nous les hommes politiques, certains parmi nous qui ont des appétits de pouvoir créer le chaos pour leurs ambitions personnelles, elles seront obligées d'agir et on va devoir laisser d'abord l'armée gérer le temps qu'on s'asseye à la table. Donc je mets tout le monde en garde. Il faut que nous sachions que chaque acte que nous allons poser à partir de cet instant, ça va nous rattraper demain. Faisons très attention. Voilà, Moïse Guidjolga. Je m'empresse de réagir. Oui, je ne laisse même pas Paul terminer. Cette armée ne voit pas que le Cameroun, le peuple camerounais est assez paupérisé comme ça. Cette armée ne voit pas la misère du peuple camerounais. Et attends, à certains moments, l'armée est aussi garant des conditions de vie du peuple camerounais. Mais là n'est pas le débat. Moi, je voudrais dire, Serge Alain, on ne peut pas continuer dans un pays comme le Cameroun, indépendant depuis autant d'années, maintenir une partie de la population en dehors du jeu politique. La diaspora. Pourquoi? Voilà. Elle n'est pas autorisée à participer. C'est l'une des résolutions du grand dialogue national. Et nous attendons rapidement que le président de la République prenne un acte républicain, soit un décret, soit simplement en prenant cela et en posant sur la table l'Assemblée. Je dois dire qu'ici, jusque-là, Paul, nous spéculons, hein, pour ce qui est du président de la République, encore moins du vice-président. Non, encore moins, je veux dire encore moins de nos parlementaires. Le débat sur la modification de la Constitution n'est pas encore à l'ordre du jour. Puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, par mes informations, on a reçu le serment
du professeur Ouna, membre du Conseil constitutionnel, et après on a déroulé l'ordre du jour. Jusque-là, on n'a pas inscrit l'ordre du jour de l'Assemblée de la session qui s'est ouverte avant-hier. On n'a pas encore inscrit la modification. C'est vrai qu'avec le régime en place, il se trouve souvent qu'à 3 jours de la fin de la session, les projets de loi sont déposés sur la table. Sans te couper, je te rappelle qu'à la session budgétaire de novembre, c'est ce qu'ils font toujours depuis des années. Nous avons vécu ça, je suis témoin de toutes ces choses depuis. C'est pour ça que je veux dire ici qu'à l'ordre du jour déroulé aujourd'hui, il n'y a pas encore un projet de loi portant modification de la Constitution. Non. Peut-être ça interviendra. Pour le moment, nous sommes dans la spéculation et nous disons qu'il faut que nos gouvernants, notamment le président de la République, et les parlementaires, je dis, ils sont 281 personnes sur 30 millions qu'ils prennent leurs responsabilités. Il n'est pas question ici d'aller forcément s'attaquer à tel ou tel aspect de la Constitution. Je l'ai dit ici. Si nous nous en tenons simplement à la décentralisation, telle qu'elle est implémentée jusqu'aujourd'hui, Serge Alain peut nous rappeler le taux d'avancement. Est-ce que nous sommes dans un état où la décentralisation, la constitution votée, déposée par le président, initiée par le RDPC majoritaire, est-ce qu'elle est suffisamment appliquée? Vous lisez sur les visages de nos maires élus locaux, un peu comme du découragement. C'est vrai qu'eux-mêmes, pour la plupart militants du RDPC, ont pour sport favori le détournement des deniers publics, parce que quand ils ont la loi des finances de novembre, quand ils s'asseyent dans leur cabinet avec quelques proches, ils se demandent comment contourner la loi pour voler. Maintenant, le pouvoir central veut contourner en empêchant aux maires d'accéder facilement à l'argent. Ils ont ramené au niveau des préfets et des sous-préfets. Il y a déjà une grosse bataille entre ces deux structures. D'une part, le ministère de l'administration territoriale et d'autre part, le ministère du développement local et de la décentralisation. Il faut déjà que cela soit arbitré. Quand nous avons dans un pays où tout le monde viole la loi, à commencer par le président de la République, qui maintient des directeurs généraux à plus de 9 ans à des postes, les PCA qui ne sont pas mutés, des ministres qui continuent à cumuler, il faut bien s'attendre à ce qu'on va encore s'acheminer vers un tour de force. On va s'acheminer vers un tour de force et il faut donc que les Camerounais restent éveillés. Moi, je ne partage pas le langage qui voudrait qu'on parle d'opposition. Non, l'opposition, c'est un ensemble de partis politiques, je le dis et je le redis. C'est un ensemble de partis politiques qui peuvent se retrouver selon qu'ils partagent les mêmes idéologies, la même vision sur un point donné, à un moment précis, ou alors, selon que cela ne soit pas le cas, mais notre adversaire commun, ou l'objectif pour la plupart d'entre nous, c'est la conquête du pouvoir. Et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Tous les Camerounais, même le RDPC va vous dire qu'ils contribuent, qu'ils sont là pour améliorer la condition de vie des Camerounais, mais depuis 38 ans, on peut compter le nombre de points d'eau. On peut voir la situation avec l'eau potable, on peut voir la situation avec l'énergie électrique, sur le terrain. On peut voir combien de ménages au Cameroun peuvent manger, qui ne vivent pas en dessous du seuil de la pauvreté. Tout cela, c'est à mettre sur le compte du régime. Que de nous distraire encore maintenant avec une spéculation sur la révision de la Constitution. Serge Alain est dans son droit de nous inviter ici, de lancer un peu cela, parce que c'est l'alerte, c'est un signe d'alerte, et surtout que ça fait suite à une actualité déclenchée par un homme politique, il faut le dire, et c'est normal que nous prononcions dessus, mais nous disons que ce n'est pas là le seul et unique débat. Nous restons vigilants, et le vrai débat, c'est ce que tu viens de dire, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et pour le faire, nous avons la lutte contre le Covid. Nous avons le tapage médiatique des ramdams qui nous sont faits parce qu'on veut nous dire qu'au lycée Jos, tout est clair. Mais je ne suis pas sûr que si nous allons au lycée de Makiline, ce sera la même chose. Je ne suis pas sûr que dans un pays où, à la campagne présidentielle dernièrement, nous avons eu plus de 6 millions de tissus du candidat Paul Biya distribués aux Camerounais, et je sais qu'au moins un seul tissu coûtait au moins 8 000 francs CFA, et que certains en ont encore dans leur maison, et qu'on en soit seulement à 170 000 masques distribués à la communauté éducative par le président de la République. Il y a un problème.
il y a un problème, puisque ces masques, même prix sous la coupe de la SICAM, c'est 1300 francs le masque. Et avec 1300 francs, avec 8000 francs, on en paierait combien? Je crois qu'il faut interpeller nos gouvernants qui d'une manière ou d'une autre, sont en train de s'amuser, je dois le dire, avec la vie et la santé des Camerounais, parce que nous en avons vu déjà qui ont pris toute leur famille, mettre dans des avions et envoyer vers d'autres pays et nous laisser à nous-mêmes ici. Et pendant ce temps, tous les jours, tous les soirs, on nous dit il y a 284 morts de Covid-19. J'ai suivi avant-hier, Serge Alain, je ne sais pas, avant-hier, mardi, on avait 0 cas de décès. Et le mercredi, on nous a dit 274. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a 274 Camerounais décédés en une journée pour le Covid? On a dit 0 décès? Mardi. Oui. 0 décès annoncé. Et le mercredi, on a eu 274. Il y a problème. Non. Voilà, Aristide Mono, l'article 63 de la Constitution est clair. Dans l'alinéa 2, toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l'une ou l'autre des chambres. Lorsque on regarde la configuration actuelle, le RDPC à l'Assemblée nationale, c'est 157 élus, et au Sénat, c'est 63 sur les 70 élus. Est-ce qu'un élément pourrait empêcher qu'on en arrive à ce qui fait débat aujourd'hui? Serge, alors vous posez la question telle que vous venez de le faire, c'est demander aux militants, aux grands militants du RDPC de procéder à une autoflagellation ou alors d'être masochistes dans leur démarche. On sait bien que chacun de son côté, je parle de l'appareil gouvernant, chacun de son côté essaye de jouer sa partition pour maintenir le régime au pouvoir le plus longtemps possible. Donc demander à ce qu'il y ait un électron libre qui vienne jusqu'à en difficulté un projet qui est pensé, c'est ma foi fait preuve de beaucoup de naïveté. C'est alors que je pense que au regard de ce qui venait d'être dit sur votre plateau, il est important de recadrer en fait le débat et revenir sur les fondamentaux. Lorsqu'on parle de la modification d'une constitution, en principe, je pars sur base des postulats que nous avons assimilés en sciences politiques. Lorsqu'on modifie une constitution, ce n'est pas pour des enjeux purement politiciens. Ce n'est pas pour réguler la manière dont les uns et les autres vont aller dans la conquête du pouvoir ou opérer dans la conservation du pouvoir. Ce qui est important dans la modification de la constitution, c'est de poser les bases de fonctionnement de l'État, parce que c'est la mère des normes, comme le disent certains, c'est la norma normarum, c'est la constitution qui donne le ton, c'est la constitution qui définit comment est-ce que les autres dispositions subalternes devaient être respectées. Donc on doit se mettre en tête que lorsqu'on pose la problématique de la communication, c'est la reprolongation de l'État. J'ai parlé tout à l'heure des questions qui étaient plus cruciales que des histoires de politiciens, des luttes de pouvoir et autres. Parce que j'ai l'impression que les uns et les autres voient la modification de la Constitution uniquement dans la perspective peut-être de la conservation de la conquête du pouvoir. Non, il y a d'autres problématiques ou alors il y a d'autres exigences. Lorsqu'on parle de la modification de la Constitution, je venais de parler tout à l'heure de la nature des garçons dans ce cas décentralisé. Aujourd'hui, il y a un réel débat sur le fédéralisme. Pourquoi ne pas s'ancrer le débat ou orienter le débat dans la nature, vers la problématique de la nature de l'État, c'est-à-dire poser le problème du fédéralisme qui pourra en fait réduire ces replis identitaires ou alors la résurgence de revendications non s'ancrer plus. Il y a la question même du design institutionnel. Aujourd'hui, vous avez un Parlement à deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a l'hiver, par exemple, le bilan du Sénat. Quelle a été la plus-value du Sénat dans le travail parlementaire? Quelle a été la plus-value du Sénat dans le rapport de
entre les différents pouvoirs, les législatifs. Aujourd'hui, pour celui qui est un peu plus touché dans la liste, c'est clair que le Sénat en fait, occupe plus dans toutes ces démarches-là. Est-ce qu'il faut donc continuer avec une chambre budgétivore si vous considérez cette institution qui n'a pas impacté réellement la vie pour les hommes politiques dans un pays qui a des soucis de trésorerie? Donc je pense qu'il faut aller vers des vrais débats. Certes, les questions d'alternance doivent être prises avec le principe. Mais toujours qu'il y a des éléments un peu plus fondamentaux sur nous asseoir lorsqu'il faut penser à la modification de la Constitution. Maintenant, est-ce que les forces oppositionnelles, ceux qui se revendiquent des courants alternatifs, ont des ressources nécessaires pour pouvoir partir? Je pense que si on passe sur la voie institutionnelle, normal, nous pouvons passer des ressources d'influence, de modification qui peut être par le régime ou pas. Parce que l'alternative qui reste aujourd'hui à l'opposition, c'est de sortir hors du jeu institutionnel et se retrouver, par exemple, dans une super pouvoir influencer. Puisque si on reste dans le candidat institutionnel, il n'y a pas d'une terminologie qui a cours dans des motifs, il n'y a pas match pour opposer, faire dépasser, sereine, ou est-ce qu'il y a quelquefois les qui pourront... Voilà, on va revenir à Aristide. Oui, Moïse Guitongane. Oui, même si je n'ai pas très bien suivi Aristide de par la magie des ondes, mais je dois dire ici que il est bon de constater et de reconnaître qu'aujourd'hui, l'âge du président de la République, son aspect physique, nous fonde à prendre des dispositions en tant que Camerounais, tous d'ailleurs, et lui en tête, pour que, si demain, il venait à ne pas être là, que le Cameroun ne plonge pas. D'où le débat, donc. Dans une guerre. D'où le débat qui est alimenté dans les chaumières. Oui. Et il va de soi que, revenant sur cette histoire, par exemple, de... Mais certains disent que c'est encadré par l'article 142. La oui, en revenant sur cette histoire de vice-présidence, par exemple, oui. Nous ne sommes pas forcément, nous, au SDF, nous ne sommes pas contre l'idée d'une vice-présidence. En attendant que ce débat, qu'une modification éventuelle de la Constitution soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée, parce que je dois dire qu'il y a eu un congrès aujourd'hui du Parlement, il peut en avoir un autre demain, et qu'à ce moment, donc, il s'agisse de la modification de la Constitution, et là, il y aura débat, il y aura matière à débattre, mais dans nos spéculations, nous ne sommes pas forcément contre, sauf que nous pensons que cela devra intervenir dans le cadre d'un ticket à deux, oui. C'est-à-dire un scrutin de liste avec un président et un vice-président, et non un vice-président nommé. Tout à fait. Nous pensons qu'il faille avoir un président et un vice-président pour peu que les deux ne soient d'abord issus d'un scrutin de liste et ne soient pas forcément de deux grands groupes, oui. Disons-le, anglophones et francophones. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait deux candidats. 2025 une fois. Cela peut intervenir en 2025. Comme cela peut intervenir en 2020, oui. Même en 2021, même en 2022. Ah, je crois que je parle à un homme politique sur le plateau, et que ceux qui me coûtent au-delà, en dehors d'ici, comprennent très bien ce que je veux dire. Voilà. Nous ne voulons pas vivre une situation à la Burundi, non. Nous ne voulons non plus vivre une situation à la Burkina Faso, parce qu'il ne faut pas exclure cela aussi. Mais nous disons ici que nous sommes d'accord que la démocratie joue pleinement son jeu avec la loi qui est là, et que toutes les parties soient conscientes, comme l'a dit Paul à l'entame de son propos ici dans son développement, qu'on aille vers, je le dis bien, une transition, plus ou moins, une fin de règne du président Biya apaisé, et je veux dire calme. Parce qu'il faut le dire, on va de plus en plus vers la fin de son règne. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut même être fier de le dire, pour avoir travaillé pendant autant de temps. Je crois que lui-même songe très rapidement à vouloir, pourquoi pas, se reposer.
Voilà. J'ai suivi. Vous maintenez le ticket, c'est-à-dire l'entrée du vice-président? Non, moi je maintiens. Oui. Vous voyez que nous, les hommes politiques, nous savons de quoi nous parlons parce que... Non, Moïse Guidjolgan, lui, pense que ce sera pour un ticket. Quand on dit ticket, c'est vous êtes pour la nomination tout de suite? Non, je vous ai dit que je suis pour l'élection. Ce que je vous ai dit, c'est que comme moi, j'ai proposé qu'on fasse l'élection pour la vice-présidence. Mais les gens qui sont au pouvoir, ils ne feront pas cela. C'est ce que je vous ai dit, qu'il ne faut pas se leurrer. Vous savez que ce régime, en 38 ans, nous de l'opposition, nous avons échoué. Et ils n'ont jamais échoué à faire passer un projet de loi. C'est pour vous dire qu'il faut être réaliste. Ils ne vont pas faire ce que nous de l'opposition, nous pensons qui est bon pour les Camerounais. Ils vont faire ce qu'ils pensent. Mais jusque-là, pour tous les projets de loi ont été l'émanation du gouvernement. Effectivement. Du président de la République. Toutes les propositions doivent faites par le SIF ont été balayées du revers de la main. Et c'est même là où je voulais en venir. C'est que par le code électoral consensuel dont on parle, le code électoral consensuel existe. Il existe. Mais les gens ne le savent pas. L'UDC, le SDF, l'UPC, le MDP, le Samuel Bois ont travaillé sur le code électoral depuis au moins 1996. Il n'y a rien de nouveau de toutes les propositions qui sont dites là. Okay. Seulement, nous n'avons pas eu la chance de faire passer cela au Parlement. Parce que le RDPC a toujours eu la majorité. Mais le code électoral consensuel, c'était pour dire à Aristide, par exemple, que lui, il voit qu'il faut changer la constitution. Nous sommes les hommes politiques. Nous savons à qui nous avons affaire en face. Eux, ils ne voient pas la politique comme lui. Eux, ils voient tout simplement que quand il faut changer la constitution, c'est pour essayer d'arranger. D'ailleurs, en 1996, on a imposé la tripartite. Rappelez-vous, nous sommes allés, on a fait la modification constitutionnelle en 1996 sur la décentralisation dont Moïse parlait. Où en sommes-nous? Non, ils sont allés ajouter un adverbe. Voilà. Nous sommes à 24 qui ne figurait pas sur la résolution. Sur la résolution, mais en dehors de la salle, on a ajouté progressivement. Les institutions se mettront en place progressivement. 24 ans de décentralisation progressivement. Et nous n'avons toujours pas de conseil régionaux. Effectivement, comment on n'a pas de conseil régional, mais on a les sénateurs. Alors que les sénateurs sont issus des régions. Ça ne tient pas. Et c'est pour dire ici que nous sommes les hommes politiques, nous sommes réalistes, nous connaissons comment ce régime fonctionne. Et d'ailleurs, il y a l'un des enjeux à cette session parlementaire, celle qui se tue actuellement, c'est de former un groupe parlementaire de l'opposition. Parce que même si aucun parti d'entre nous a 16 députés, le SDF en a 5, l'UDC en a 4, le PCN en a 5 et l'UMS en a 2. Ça fait 16 députés. Ça veut dire que nous sommes capables de former quand même un groupe parlementaire pour avoir une conférence des présidents à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse au moins introduire certains débats à l'ordre du jour. Mais que fais-tu de certaines plateformes entre certains partis dits, entre les partis de l'opposition naturellement et le RDPC, et surtout que pour la plupart de ceux que tu cites, c'est des partis de la majorité présidentielle. Non, je n'ai pas cité l'UNDP, le FSNC. Paul, je voudrais qu'on reste réaliste. Je ne veux pas qu'on essaye de... Il n'a pas cité la majorité présidentielle. Non, moi je n'ai pas parlé des partis. J'ai cité les partis qu'on considère ceux de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition qui est non gouvernementale, qui n'est pas le gouvernement. Le SDF a 5 députés, nous l'UDC en a 4, le PC en a 5 et l'UMS en a 2. Avec ces 16 députés, on aura un groupe parlementaire. On peut dire, comme le SDF est le plus ancien et le plus aguerri de tous, qu'il est la présidence parlementaire. Monsieur aussi, étant déjà membre du bureau de l'Assemblée, il ne peut plus, dont l'honorable Nietzsche légitimement peut le revendiquer. Le PCRN a une dynamique et il a plus de députés que nous l'UDC. Il peut prendre la vice-présidence. S'il faut proposer des gens, moi par exemple, il y a un député au PCRN qui est très brillant, l'honorable Roland ici, qui est une femme, même si elle a son premier mandat, elle peut. Et nous, l'UDC, en venant en troisième, on peut prendre le secrétariat. Mon camarade Koupi Tadamou, par exemple, qui est porte-parole de l'UDC à l'Assemblée nationale, a tous les critères pour remplir une telle fonction. Et ça nous permet d'avoir un groupe parlementaire de l'opposition, ne pas laisser le RDPC faire son tam-tam seul à l'Assemblée. Comme ça, on peut imposer... Avec ses alliés. Oui, effectivement. Donc, je préfère ne pas les citer. Moi, je ne parle pas du NDP autre. Non, donc, au moins, on peut, à ce moment, introduire des ordres du jour à l'Assemblée nationale. Il y a la question de la crise anglophone. Vous savez, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu sur la crise anglophone, même si l'honorable Wiba, que je félicite et salue en passant, a essayé de faire un coup de force une fois pour en parler. Donc, il y a beaucoup de problèmes dont nous devons en parler et nous, l'opposition,
qui sommes à l'Assemblée nationale, qui avons décidé d'aller à l'Assemblée nationale, parce que nous savons ce que c'est que d'être à l'Assemblée nationale, c'est de défendre les intérêts camerounais. Nous devons essayer de nous réunir lors de la session actuelle pour avoir ce groupe parlementaire. Voilà, Aristide Mono, on va terminer avec vous. Alors, je venais de suivre l'opé du professeur. Je pense que l'analyse idéologique ne s'accommode pas dans de la fiction, en fait. Parce que lorsqu'il dit que l'opposition camerounaise a de quoi se faire entendre au niveau du Parlement en revenant sur des coalitions, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on aura un groupe parlementaire alternatif au Parlement. On a vu le SDF a voulu un groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau avec cette présence-là? Je pense qu'il faut être un peu réaliste. C'est pourquoi j'ai été clair dans ma démarche tout à l'heure. Si on rentre dans des joutes institutionnelles, l'opposition ne peut rien faire. Ça, c'est, il ne faut même pas rentrer dans l'illusion. L'opposition ne peut rien faire. La seule voie qui reste à l'opposition, je l'assume, du point de vue objectif, la seule voie qui reste à l'opposition, c'est d'engager peut-être d'autres distances au-delà des voies parce que la bataille a été perdue. Et là, il y a eu des élections en février 2020. L'opposition a été copieusement battue sur le champ institutionnel. Maintenant, il faut voir. Donc, donc le mode d'action politique pour pousser les choses. On a vu en 1990, ça ne s'est pas passé dans des canaux institutionnels. On a vu comment la masse critique s'est imposée et forcé des concessions. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de rentrer dans des rêveries en pensant que le régime ou l'ordre dirigeant en place va offrir des beignets à l'opposition. Non, le pouvoir s'arrache au pouvoir et poser un certain rapport de force important. Si ce n'est pas le cas, il faut donc tout simplement s'asseoir et applaudir le RDPC. Ce qui est à certains qui estiment qu'il peut y avoir des solutions au sein de cette opposition qui, ma foi, est déjà très désunie avec une opposition qui prend toujours, voilà, pour se lécher les doigts. Il faut peut-être attendre une certaine résolution sur le Camerounais. On ait des modifications constitutionnelles qui répondent aux aspirations de ceux qui portent aujourd'hui l'idéal démocratique en cœur. Si aujourd'hui le président de la République décide de passer par la force, en tout cas pas de passer par la force, de passer par l'argent, il n'y aura pas d'obstacle. Il faut penser en processus, il faut penser orchestratif. Il ne faut pas législatif tout à l'heure qu'il y a des propositions qui ont été faites. Le problème n'est plus dans l'élaboration. Voilà, merci Aristide Mono. On se retrouve, on vous retrouve après le 20h de Nadine Yambou. Madame, Monsieur, ce sera pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités ici en plateau, ainsi qu'à vous également, là-bas Aristide Mono, depuis Yaoundé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Moïse Guidjongan du Social Democratic Front. En face de lui, Paul Eyoum de l'UDC. Paul Eyoum, professeur Joseph Ouna, 11e membre. Comme je l'ai dit, le Conseil constitutionnel affiche désormais complet. Déjà l'homme. Bon, le professeur Ouna. Le professeur Ouna, Conseil constitutionnel, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, le professeur Ouna, d'abord, c'est un éminent. Il a été, je crois, enseignant de droit constitutionnel, si je ne me trompe pas. Oui, il a fait partie de l'équipe, au départ, qui s'occupait du dossier l'affaire Bakassi. Il a été ministre de l'Éducation nationale, ça veut dire que c'est un homme politique accompli. Il a été militant du parti au pouvoir, aussi, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de voir le Conseil constitutionnel avoir ses 11 membres. Néanmoins, permettez-moi de décrire quand même quelque chose qui revient à ce que je parlais de consensus électoral. Vous savez, le Conseil constitutionnel, 8 de ses 11 membres ont été militants du parti au pouvoir. Vous voyez que nous sommes encore là dans les entorses.
Je reconnais et je veux bien que les militants, anciens militants, disons, de partis politiques, soient membres du Conseil constitutionnel. Ça se fait partout au monde. Mais 8 membres sur 11 d'un seul parti. Donc vous avez un problème avec le nombre? 8, c'est énorme. Sur 8, sur 11. C'est énorme, sincèrement, c'est énorme. On aurait pu peut-être choisir quelqu'un d'autre qui n'est même qui est apolitique, c'est-à-dire qui n'a pas une coloration politique pour nommer au Conseil constitutionnel. Si le président de la République a porté son choix sur M. Joseph Founa, il avait ses critères, vous savez, c'est le pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas juger la décision du président. On ne sait pas pourquoi, mais on peut la commenter. Et dans ce commentaire, je dis une fois de plus, on ajoute un 8e membre du RDPC sur les 11 membres du Conseil constitutionnel. Et ça pose un problème pour nous autres de l'opposition, parce qu'on a l'impression que peut-être ceux-là seront encore guidés par les réflexes de leur parti. Au moment venu, il faudra rendre la décision pour la justice et pour le bien de notre pays. Voilà, Moïse Guichon-Gan. Sur les 11, on va rappeler, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République et désignés de la manière suivante. 3 par le président du Conseil, dont le président du Conseil par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée après avis du bureau, 3 par le président du Sénat après avis du bureau, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont désignés, mais c'est le président qui nomme. Il parlait de 8 qui viennent du RDPC, selon l'ancien, comme il dit, l'ancien RDPCiste. Oui. Ça vous dérange également? Toutes ces consultations, non, c'est la loi qui le dit, et c'est cette loi qui est en vigueur. Nous restons des légalistes, des républicains, mais je dois dire que ce soit des personnes désignées, on aurait pu dire proposées par les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale. Il va de soi que même là-bas, c'est le président de la République qui oriente tout cela, dont les 11 sont des personnalités toutes désignées par le président de la République. Je voudrais dire, à la suite de Paul, que le professeur Joseph Founa est connu d'abord parce que il est reconnu comme étant l'un des meilleurs constitutionnalistes, même au-delà de nos frontières, surtout au niveau de l'Afrique et même peut-être plus. Mais le président Founa, le professeur Joseph Founa a également été secrétaire général de la présidence de la République. On sait quel rôle il a joué dans le dossier de Bakassi. Nous retenons également de lui, parce qu'il a plusieurs fois bénéficié de la confiance du président Paul Biya, son passage au niveau de la commission de l'Africa Foot, avec cette fameuse commission mise sur pied par la FIFA, le comité de normalisation. Nous connaissons les résultats de son passage à ce niveau. Nous savons aussi que le professeur Geoffroy Nathan, pour moi, s'est longtemps prononcé sur la succession du président Paul Biya. Et à l'époque, il a annoncé, il a émis le vœu de voir le pouvoir roter. Il a parlé de la thèse de la rotation et il disait à l'époque de manière tranchée que ses frères, pour reprendre son expression, Betty et Boulou, doivent se préparer à ce qu'après le président Biya, qu'un de leurs ressortissants ne soit pas président de la République immédiatement après. Cela a fait couler beaucoup d'encre de salive dans les rangs même du parti au pouvoir. Et il a continué dans le cadre de ces débats, même à prendre d'autres positions par rapport à un certain nombre de grands groupes, je veux le dire ici, ethniques, qui composent le Cameroun. C'est donc dire aujourd'hui qu'il est membre du Conseil constitutionnel. J'attends de voir une nouvelle personnalité se dégager en lui. Je fonde ce vœu, parce que quand on a cet âge-là, on doit pouvoir aujourd'hui se regarder peut-être un peu dans le rétroviseur, mais participer à la construction réelle de l'avenir du Cameroun pour, un peu comme le président Biya l'a dit, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Alors, le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, mais est beaucoup plus attendu par l'imagerie populaire sur le plan
des élections, la proclamation des résultats des élections, Voilà. notamment l'élection majeure qui est la présidentielle. présidentielle. Et les signaux semblent dire que son arrivée au sein de ce Conseil constitutionnel n'est pas le fait du hasard. Attendons de voir les 11 se mettre au travail, parce que une élection présidentielle, je le redis, s'annonce. Voilà, on va rappeler les dates. Hein. Jean Foumana Kambe est décédé le 13 janvier 2019. Le professeur Owona est nommé le 15 avril 2020. Il prête serment. 2019 ou 2020. Qui? Le décès de Jean Foumane. 2019. C'est vrai, oui, Ouais, c'est vrai. 2019, 13 janvier 2019. Le professeur Owona est nommé membre du conseil le 15 avril 2020. Et il prête serment ce jour-ci. Donc lui, il dit que ce n'est pas le fait du hasard. Oui, Pour oui. Moïse Guidjolgan. Oui, vous savez, déjà, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle du Conseil constitutionnel actuellement, vous savez, le Conseil de la magistrature lui-même n'a pas siégé depuis déjà 3 ans. Oui. Donc, ça veut dire que si on a pu remplacer le Conseil constitutionnel, il faut aussi qu'on pense à faire pareil au Conseil de la magistrature pour qu'il puisse siéger. Il y a des magistrats qui attendent les promotions, c'est-à-dire qui attendent les intégrations. Donc, et vous savez que c'est le président de la République qui est le président du Conseil de la magistrature. Donc, j'espère et je souhaite que le président de la République s'arrange aussi à ce que de ce côté du Conseil Conseil de la magistrature, qu'il y ait aussi tous les membres et qui travaillent pour que notre pays puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, si le Cameroun reste encore à l'épreuve de la démocratie, 30 ans après le retour au multipartisme, il n'en demeure pas moins que notre pays est encore loin du compte. Moi, je dirais que nous sommes encore à 40%. Il faut pousser davantage les efforts parce que vous savez, il y a 4 principes fondamentaux de la démocratie. Il y a premièrement le multipartisme, il y a deuxièmement le respect des droits et des libertés, troisièmement il y a l'expression du suffrage, c'est-à-dire le vote, et quatrièmement il y a, j'ai parlé du respect du multipartisme, l'expression du suffrage universel, oh là là, ça me fuite, bon, ça va revenir après. Donc ce qui fait aujourd'hui, quand on regarde le respect des droits et des libertés, nous sommes un peu en régression. Vous avez vu les cas du journaliste Ouazizi, il y a un autre journaliste actuellement, on a dénoncé le multipartisme, on peut dire il y a plusieurs partis, on doit le reconnaître. Au niveau du scrutin électoral, ça pose un problème au niveau du vote parce que beaucoup de personnes ont le sentiment que les leviers, c'est même une réalité, c'est pas seulement une affaire de sentiment, les leviers électoraux sont tenus par ceux qui ont le pouvoir. Donc il faut qu'on trouve les moyens. Voilà, le quatrième point, c'est la séparation des pouvoirs. Voilà les 4 facteurs fondamentaux de la démocratie. Et aujourd'hui, on voit que le système judiciaire et le système législatif, les 2 pouvoirs sont inféodés par le pouvoir exécutif. Et nous, on a même encore notre problème au Cameroun, c'est que les fonctionnaires agissent au-dessus des politiques. Ça, c'est un autre problème. Vous avez vu tout à l'heure, Moïse a dénoncé, par exemple, l'inféodation des préfets dans les conseils municipaux. Avec le nouveau code général de la décentralisation, un préfet ne peut plus annuler la décision de l'exécutif municipal. Il ne peut qu'aller au tribunal administratif. Là-bas, on va juger. Un préfet doit respecter les nouvelles données de ce nouveau code de la décentralisation. Mais dans les faits, nous n'en sommes pas encore là. Donc, s'il faut regarder le Conseil constitutionnel, il faut regarder le Conseil de la magistrature, il faut regarder tout ce qui ne va pas. Le Conseil économique et social, je vous assure, si on dit au Camerounais qu'il existe le Conseil économique et social et qu'il y a un monsieur Ayane, lui qui en est président, les Camerounais ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il peut même passer en route. Personne ne saura qui passe parce que ce conseil n'a pas siégé depuis des années, mais chaque année il y a un budget qui est voté au niveau de l'Assemblée nationale en milliards pour un conseil qui ne fonctionne pas, qui est fictif. Donc si on a pu aujourd'hui faire en sorte que le conseil constitutionnel soit dans son nombre intégral de 11 membres, je prie le président de la République de le faire pour toutes les autres institutions pour nous permettre d'avancer. On parle aujourd'hui des régionales, c'est une nécessité. Puisqu'elles viennent après les sénatoriales, il faut qu'on ait les conseillers municipaux et les conseillers régionaux pour pouvoir avoir tout notre système constitutionnel tel que nous l'avons conçu en 1996. Moïse Guidjolgan, Paul Eyoum parlait en début de ce débrief de 8 qui seraient d'anciens membres du RDPC. On va vérifier. Comment faire donc pour éviter ce qu'on a vu après l'élection présidentielle de 2018 par rapport au Conseil constitutionnel?
que des candidats puissent émettre des réserves sur certains des membres. Comment éviter ça? Non. Que lorsque le Conseil a parlé, qu'il n'y ait plus... Non, pour que, dans tous les cas, quand nous avons une élection, et si le législateur a prévu des voies de recours, c'est parce que le législateur a compris et sait qu'il y aura toujours quelques personnes qui ne seraient pas plus ou moins satisfaites du résultat. Et alors, on leur donne l'occasion de s'exprimer. Le Conseil constitutionnel, dans sa composition, peut avoir 8 membres sur les 12, voire même les 11. Vous pouvez même avoir les 11 qui soient issus d'un seul et même parti. Non, d'anciens, on leur demande... On leur demande simplement de démissionner. Voilà. On va dire qu'ils sont d'anciens. Encore qu'ils ne vous ont jamais présenté la copie de leur démission du parti. Je crois que là n'est pas le débat. Le débat, c'est que les uns et les autres s'élèvent. C'est pour cela qu'il est difficile de voir, et ça vous allez voir difficilement dans un conseil constitutionnel, des personnes d'un certain âge. Je veux dire des personnes de 30 ans, de 35 ans, parce qu'on estime que ces personnes n'ont pas encore toute l'expérience requise pour pouvoir s'élever, se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Je pense donc que tous ceux qui composent aujourd'hui le Conseil constitutionnel, c'est la même chose avec Elecam. C'est la même chose avec Elecam, où je ne vois pas en quoi les responsables de l'ECAM, les chefs d'antenne, les chefs d'agence, les délégués régionaux, les membres du conseil électoral se sentent tenus ou alors obligés de tout faire pour faire réussir les listes de candidature du RDPC, du parti au pouvoir. Je ne vois pas en quoi ils se croient tenus obligés, alors que la loi voudrait qu'ils soient garants de l'équité et de l'égalité de tout le monde en compétition. C'est toujours la même chose avec notre administration. Il n'est pas interdit à un fonctionnaire d'avoir une carte de parti. Ça, il n'est pas interdit. Même si un parti s'est arrogé le droit de dire que tant qu'il sera au pouvoir, les gouverneurs de région sont des délégués statutaires à son congrès. Ça, c'est le RDPC qui est libre de le dire. Et une fois donc que le RDPC n'est pas au pouvoir, les gouverneurs de région ne seront plus forcément délégués statutaires au congrès, parce que nous, par exemple, au SDF, une fois au pouvoir, nous n'avons pas cela dans nos textes. Peut-être donc que, assis sur un certain nombre d'appétits, et nous voyons aujourd'hui certains gouverneurs prendre du volume physique au point que leurs tenues ne réussissent même plus à rentrer dans leur corps. Peut-être c'est assis sur ces appétits qu'ils se disent qu'il faut tout faire pour se maintenir au pouvoir de peur de perdre. Mais ça, c'est pas ça, défendre la République qui nous appartient à tous. La Respublica, c'est la chose publique. Il faut donc que les uns et les autres, une fois nommés, parce qu'aujourd'hui nous en sommes encore à l'étape malheureuse de la nomination, et tout cela participera de la révision de la Constitution, où il faudra envisager d'autres mécanismes qui ne soient pas la nomination. Il faudrait voir, pourquoi pas, que certains groupes, plus ou moins, que ce ne soit pas seulement l'affaire du seul Parlement ou, c'est pas moi, du président de la République, on peut associer d'autres grands groupes qui, entre eux, s'asseyent et désignent leurs représentants dans une institution comme celle-là pour apporter un peu plus de neutralité. Nous pensons que si on demandait, par exemple, nous le voyons avec les universités, où les recteurs sont nommés par le président de la République, et parfois, ceux qu'on nomme ne sont pas forcément ceux qui, sur le plan du cursus académique, seraient les mêmes à mieux d'assumer ce genre de fonction. Mais il y a un texte qui veut qu'on dise, on dit couramment au Cameroun, trivialement au Cameroun, que le grade appartient à l'individu et la fonction à l'État. Tout cela engendre un certain nombre de frustration, au point que le travail ne puisse pas se passer de manière plus ou moins sereine. C'est autant de choses qui nous interpellent et pour lesquelles nous interpellons également le gouvernement à essayer d'apporter
des correctifs dans la pratique. Il y va d'une prise de conscience globale pour que chacun de nous, à son niveau, mais seulement chacun de nous crée sa république. Chacun de nous veut créer sa république. Les administrateurs se réfugient derrière une histoire de représentant du président de la République. Le sous-préfet vous dit, ici, c'est moi le représentant du président de la République. Ça veut dire que monsieur le sous-préfet, ou alors madame la sous-préfète, peut passez-moi l'expression, peut se lever et gifler un enseignant devant ses élèves, simplement parce qu'il est le représentant du président de la République. Et vous ne verrez personne lever le petit doigt. Ouais. Et aussi, c'est une affaire de camarades, de promotion. Vous allez dans certaines villes, ils sont tous issus de l'INAM. Le sous-préfet, le magistrat, le juge qui est là, le magistrat de siège, le magistrat, le magistrat du parquet, ils sont tous issus de la même école. Comment dire, l'inspecteur des impôts, le trésorier-peur, ils sont tous issus de l'INAM et ils ont été formés dans le cadre de la même période, dans la même formation. Ils se connaissent depuis l'école et à un moment où c'est le hasard de la vie, ou simplement parce qu'ils s'organisent également, on vous les envoie dans un même arrondissement ou dans une même ville au même moment. Et à côté de le commandant de brigade qui est là, ou alors le commandant de compagnie, était également au même moment à l'EMIA à côté. Ils se sont retrouvés dans le cadre de la formation militaire, ils se connaissent tous. Et cela n'est pas pour faire avancer normalement le travail, parce que c'est les coups de fil, c'est les recommandations, c'est donc. Je crois qu'il faut que nous fassions des avancées et vivement que notre République arrive. Je le dis, la solution, c'est de faire émerger une autre République. Ok. Voilà, on va revenir sur le sujet central. Poléum, on est d'accord qu'il y a nécessité de revoir la Constitution. Vous maintenez? Oui. Quels sont les points que vous aimeriez voir révisés? Premièrement, ce que j'aimerais revoir. On reste sur 7 ans? Non, on revient sur 5 ans. Oui. Nous sommes l'un des rares pays sur Terre où le mandat présidentiel a encore 7 ans. Il faut nous adapter au monde moderne. 7 ans, vous faites 2 mandats, 14 ans. Moi, j'ai vu le président Obama, quand il arrivait, il avait les cheveux noirs. Quand il repartait, les cheveux, au bout du premier mandat, les cheveux étaient déjà blancs. Chez nous, on a des gens qui peuvent faire 38 ans, les cheveux sont toujours beaux. Donc, il est question de ramener déjà le mandat à 5 ans, qu'on inscrive un scrutin à 2 tours. Même pour les législatifs et pour les municipales, ça peut se faire. Je dis un scrutin à 2 tours. Comme en France? Et comme en France, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système au niveau des municipales et législatives qui permet d'avoir d'abord la majorité et ensuite on fait une proportionnelle dessus. Ce qui n'est pas mauvais. Mais bon, il y a des améliorations. Il faut amener toutes les améliorations qui vont avec la réforme du code électoral, c'est-à-dire l'âge à 18 ans, limitation d'âge pour la candidature à la présidentielle, le bulletin, bref, tout ce qui va avec tout cet habillage-là. Voilà, on va donc prendre la réaction de Aristide Mono depuis Yaoundé, la capitale. Le professeur Joseph Orona, il était ce jour devant le Parlement réuni en congrès. Comment vous accueillez l'arrivée du professeur Orona au Conseil constitutionnel? Je pense qu'il faut lire la posture du professeur Orona suivant en fait ces 2 casquettes. Je parle des postures possibles au sein de cette institution suivant les 2 casquettes. Déjà, c'est un apparatchik du régime, donc l'une des têtes pensantes de cet appareil et qui reste fidèle en fait à ceux-là qui l'ont toujours soutenu et qui l'ont accordé quand même quelques grâces. Donc suivant cette casquette de politicien, il est difficile de présumer une certaine qualité dans sa démarche, étant donné que, comme je le disais, personne ne peut militer pour la chute de ceux qui le maintiennent depuis fort longtemps. Donc sur cette base-là, le professeur Orona doit mériter la confiance qui lui a été faite par ceux qui l'ont nommé, c'est-à-dire le président Paul Biya. Il serait donc maladroit de penser qu'on aura un professeur Joseph Orona born again. Je parle en
prenant en considération cette casquette d'apparatique de compte de ce régime, personne ayant apporté en fait ces réflexions, ces brillantes réflexions pour la survie donc, de ce régime qui a pensé les mécanismes de reproduction. Donc sur cette base-là, c'est naïf de dire qu'on s'attend à ce qu'on ait un nouveau professeur Owona. Maintenant, il y a également le scientifique. Je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant du travail abattu par la commission Owona au cours des années de presse. Différentes commissions de la tripartite avaient produit un travail un peu plus objectif qui malheureusement n'avait pas été pris en compte par le régime parce qu'on avait estimé qu'il était, en tout cas que sa commission était allée au-delà des attentes. Donc si on a ce professeur Owona, je pense que beaucoup de choses peuvent changer au niveau du fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui est restée aujourd'hui comme une chambre, comme les autres chambres qui doivent jouer le concours dans l'appareil étatique, c'est-à-dire une chambre d'enregistrement, une caisse de résonance, on l'a vu lors du contentieux pré- et post-électoral. Donc, le professeur Owona va peut-être se surpasser et ce mercato, en fait, ceux-là qui ont misé. Voilà, on retient d'Aristide Mono, il dit que le professeur Owona, il y a le technocrate en qui on peut faire confiance, mais le politique, il émet des réserves. Tout naturellement, je le disais également tout à l'heure, j'attends de voir une nouvelle personnalité, un nouveau personnage, et je le connais capable d'un sursaut d'orgueil, parce que, comme je l'ai dit, il y va de l'intérêt de l'avenir de notre pays. Et déjà au sein du Conseil constitutionnel, il y a pas mal de constitutionnalistes de renom, comme le professeur Bipounvoum et tous les autres. Nous pensons que si le Conseil constitutionnel jusque-là prenait ses marques, aujourd'hui ils ont toute la mesure de la situation, parce que par moment ils n'ont pas que des décisions à prendre sur le plan du droit, mais ils ont également de plus en plus un certain aspect politique qu'ils doivent prendre en compte, et pourquoi pas dans le sens surtout d'apaiser. Parce que je me rappelle, le Conseil constitutionnel, je revois le contentieux électoral, je revois les avocats du MRC, du SDF, devant le Conseil constitutionnel, notamment Maître Ngwana Moustapha, qui, dans sa plaidoirie, et pendant sa plaidoirie, est interrompu par le président Clément Atangana, le Conseil constitutionnel, et qui lui demande: Maître, avec ce que vous dites, vous pensez que si nous annulons les élections et que nous devions les organiser dans 20, êtes-vous capable de les réorganiser dans 20 jours? Parce que l'argumentaire était assez costaud. Mais tout de suite, la sanction était là, irrecevable. Et les mêmes arguments ont été ramenés en 2020, des moments pré-législatifs. Il s'est vu obligé, cette fois-là, de faire annuler les élections parce que, effectivement, les élections n'ont pas eu lieu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives, malgré que le Conseil constitutionnel seul, ainsi que les commissions départementales et communales de supervision, elles sont seules à connaître comment elles s'organisent pour nous donner les résultats que nous avons. Et voilà pourquoi nous appelons, et nous le disons, nous ne sommes nullement opposés. Dans tous les cas, le SDF est l'un des pionniers pour la revendication de la réforme et de la révision constitutionnelle. Et nous pensons que les autres également nous rejoignent dans ce combat qui participe de la lutte politique, qui est une action dynamique, qui est une œuvre continue et permanente, et elle n'est jamais achevée. Et nous continuons à être donc éveillés et à appeler les Camerounais à rester mobilisés, surtout en posant le premier acte, celui d'aller vers le bureau d'Ilikam pour se faire inscrire sur les listes électorales. Voilà. Le deuxième pas, ils le feront avec le retrait de leur carte. Le troisième, en se mobilisant pour aller, le jour du vote, mettre le bulletin
dans l'une parce que nous avons près de 7 millions d'inscrits, chiffrés l'ECAM. Mais nous avons 3 millions de votants. C'est un problème. Malgré les votes multiples et toutes les autres fraudes. Où sont les autres 3 500 000 ou 4 millions? Ils restent à la maison, ils refusent d'aller voter et après continuent à se plaindre. Non. Ils doivent se mobiliser. Et ils doivent également mobiliser les autres pour que nous atteignions, pourquoi pas, le cap de 10, 11, 12, 13 millions d'inscrits parce que nous en sommes capables. Il faut donc que les jeunes comprennent que personne à leur place ne viendra défendre leur situation. Okay. Il faut qu'ils se mobilisent aujourd'hui pour s'inscrire sur les électorales pour que, parce que là les listes sont ouvertes. Les listes sont ouvertes, même si les camps pour le moment ne se déplacent pas encore sur le terrain, je ne sais pas trop pourquoi, mais les listes sont ouvertes et il faut que les jeunes s'inscrivent, se bousculent maintenant devant les bureaux de l'ECAM pour se faire inscrire, parce que je le dis, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Quelle surprise? La surprise de la tenue imminente d'une autre élection présidentielle. Je le dis, et je le dis, et je le réaffirme, je le clame ici, je le dis, tous les indicateurs sont au rouge, ou tout au moins au vert, pour nous dire que soyez prêts à tout moment, cela peut intervenir. Et pas seulement la présidentielle, parce que même les municipales et les législatives, on peut y revenir. Premièrement, vous savez que dans les zones anglophones, on ne peut pas dire qu'il y a eu élection. Soyons honnêtes, il n'y a pas eu élection là-bas. Les taux officiels... Paul, moi je suis encore en contentieux devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Non, c'est je ne voudrais tout de suite. Serge Alain va me dire que j'aime attirer cela vers moi. Je veux aujourd'hui laisser les conseillers encore tranquilles en attendant que la Chambre administrative décide de nous appeler un jour là-bas et que nous allions donc là-bas. Non seulement il y a cela. Déjà, ce qu'il vient de dire, de relever, est quelque chose qui est quand même frappant. On va à une élection. Le contentieux ne finit pas, mais on a déjà installé tous les maires et les maires d'arrondissement et les maires de ville. Si maintenant à Douala Premier, le cas qu'il évoque, qui est le nôtre ici à Douala Premier, on annule les élections. On fait comment? On repart en cause d'élection alors qu'on avait installé le maire d'arrondissement et le maire de ville et conseiller municipal de Douala Premier avait déjà voté. C'est des anomalies comme ça que nous voulons. Le nouveau code général de la décentralisation a prévu tout ça. Justement. Et la crise anglophone, si on résout la crise anglophone, semble serein, même s'il y a... ça engage. Donc, semble très serein. Oui, bien sûr. Moi, je suis optimiste, hein, Serge. En fait, j'entends certains dire, n'allez pas vous inscrire parce qu'on connaît déjà le résultat. C'est faux. Non, je suis opposé à ce discours. Je suis opposé à ce discours totalement et je dis qu'il faut surtout que les jeunes qu'ils portent ce message à leurs parents, qu'ils se lèvent, et c'est maintenant qu'ils doivent se lever. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous allons plonger pour plusieurs années encore dans la pauvreté. Je le dis et je pèse mes mots. Nous sommes au SDF. Il y a des mécanismes simples, prévus par la Constitution, prévus dans la loi des finances, pour le président de la République de mobiliser des fonds. Le président de la République se fait absent pendant plusieurs jours. Le Covid-19 avance et l'on veut nous résoudre à ne même pas revendiquer ou à chercher le président. Et nous disons que le président peut prendre une ordonnance pour mobiliser les fonds. Cela doit attendre 2 mois, 3 mois, qu'on en soit à plus de 200 morts pour qu'après que le président prenne une ordonnance, que le ministère des Finances même peine à mettre en application. C'est vrai, il va mettre en application, mais ça doit faire encore l'objet d'un projet de loi. Voilà. Parce que cette ordonnance doit encore passer devant la table des députés pour être validée. Or, quand l'honorable Joshua Ozi le dit, tous les députés du SDF, du RDPC, tout le monde dit non, le président a fait ça. Non, nous disons que ce n'est pas suffisant. Nous le disons, le président de la République, tel que proclamé par le Conseil constitutionnel, est le président. Il n'y a pas encore eu de vacances à la tête de la République et il faudrait que le président prenne en compte la situation actuelle du peuple camerounais, que la misère a atteint le paroxysme et c'est de cette misère-là que découle tout le reste.
des décès, le choléra, le paludisme, la famine, qui tue les gens tous les jours et qui tue 10 fois plus que le Covid-19 dont on nous pompe les oreilles tous les jours. Nous allons vivre désormais avec le Covid-19 en lavant régulièrement les mains, en essayant de porter les masques que nous pourrons avoir, parce que nous n'aurons pas tous 1300 pour acheter les masques SICAM. Nous prendrons ceux que nous trouverons plus proches de nous et nous essayerons plus ou moins de respecter la distanciation sociale. Merci. Que ferons-nous en septembre prochain quand tous les élèves, les écoliers vont repartir à l'école? Voilà. Est-ce qu'ils seront 80 en salle de classe ou alors on va construire d'autres salles de classe d'ici à septembre? D'accord. Nous, voilà, rapidement, une minute, on espère que nous allons répondre aux défis et enjeux de l'heure, que le gouvernement va être prompt à réagir. Et je voudrais juste dire, j'ai vu l'affaire de M. Mamadou Mota, je l'ai connu dans mon passé politique. C'est aujourd'hui dommage qu'il soit encore en prison parce que vous savez qu'il est allé en prison dans le cadre de la marche de son parti politique. Et après, il y a eu des émeutes en Kondengui où il a été condamné. Donc, j'espère qu'il finira par sortir de là un jour. Et j'adresse toute ma compassion à sa famille nucléaire et à sa famille politique aussi. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir donc, Mamadou Mota.